dans les écrits que je décris. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien. 25e question. Comment la notion de famille et d'héritage est-elle abordée dans l'histoire? Alors c'est très très important la famille, comme je vous l'ai dit. La famille Swann est très importante dans mon roman. Elle permet de faire une continuité dans l'histoire temporelle que compose mon roman sur des milliers d'années. Pour vous dire la vérité, j'ai essayé même de créer un arbre généalogique en fait sur 2 ou 3 000 ans. Mais autant vous dire que même si vous rajoutez par exemple des éléments sur le fait que l'espèce humaine peut vivre plus de 150 ans ou 200 ans parce elle a obtenu des avancées technologiques qui permettent d'améliorer euh, la durée de vie humaine et de combattre les maladies et même de combattre aussi la façon dont le corps se décompose au bout d'un moment, hein. Eh bien, même en prenant en compte tout ça, c'est très très long. Donc oui, j'essaye de garder une vraie cohérence donc, sur les liens familiaux qu'il y a dans mon roman. Et la famille, c'est très important. Euh, on voit effectivement que je décris correctement la vie de Dogos, de ses parents et de la vie qu'il a menée après par la suite. Alors après, Dogos, il vient de Xiron, donc c'est une espèce qui est à part. Ils vivent bien plus longtemps que les humains, de base. Donc c'est pas du tout comparable aux humains, mais par exemple, aux humains, on peut dire que les Swann, bah, au début, voilà, William Swann, il a vécu une centaine d'années maximum, hein, 110, 120, 120 ans. Mais après, bien sûr, Black Swan, à la fin, Black Swan, lui, c'est un personnage qui vient des Swann, de la famille Swann, mais que je raconte et que je décris en l'an 4600, donc presque 2 3 000 ans après. Et lui, effectivement, il a profité en fait des générations précédentes, plus les améliorations technologiques auxquelles a accédé les terriens, les avancées technologiques que les extraterrestres ont apportées. Et donc du coup, ça leur permet de vivre bien plus longtemps et d'avoir des capacités en fait qui sont complètement différentes que celles que William Swan a connues, hein. Donc c'est pour ça que voilà, encore une fois, j'essaie de garder une cohérence sur cette technologie. Elle permet en fait effectivement d'amplifier et d'améliorer la vie humaine tout au fil du roman. Avez-vous un personnage ou un chapitre préféré dans le livre? Si oui, lequel et pourquoi? Hmm. Eh bien, pour tout vous dire, le dernier chapitre du troisième tome est mon préféré, car c'est un chapitre intense. Voilà, je décris. Alors, je ne vais pas vous spoiler. Je peux pas vous dire qui, quoi, comment, où, pourquoi. Mais j'avoue que pour le dernier chapitre de mon roman, j'ai vraiment insisté sur la description environnementale, physique, le combat. Ça vous donne un indice. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais dans cette description en fait de ce chapitre. J'ai voulu donner d'émotion, j'ai voulu donner quelque chose qui pouvait vous faire transporter, vous transporter en fait dans mon roman et selon moi ça fonctionne très très bien, hein. J'ai beau le relire plusieurs fois, je m'en lasse pas. Donc selon moi, le dernier chapitre est selon moi loin d'être le meilleur. Et loin d'être le meilleur. Enfin, c'est de loin le meilleur, pardon. Voilà, c'est vraiment... il est incroyable ce chapitre, je pense que c'est mon préféré. Et pourquoi? Oui, voilà, je vous l'expliquais, hein, voilà, il transpose, il explique, il transpire en fait de tout ce que j'ai imaginé, tout ce que j'ai pu penser. Et puis c'est un peu aussi une concrétisation de l'expérience de l'écriture. À force d'écrire, vous écrivez, et puis à la fin, une fois que vous avez fini, bah voilà, vous avez le récit de fin. Euh, et- alors bien sûr, moi je suis pas jardinier, hein, donc je suis pas quelqu'un qui jardine à droite à gauche pour créer un peu mon roman. Je suis plutôt architecte, hein. J'ai déjà construit mon récit de base.
Voilà, j'ai le début, le milieu, la fin, quoi. Mais pour donner de l'émotion et donner au lecteur en fait tout ce qu'il a lu en fait avant pour se taper 1000 pages ou 1200 pages, il faut qu'à la fin il ait le summum du summum. Voilà. Il faut que je lui donne tout ce que j'ai pour le récompenser. Voilà. Pour lui montrer que bah c'est une concrétisation d'une partie de ma vie. Voilà, j'essaie de montrer un peu tout ce que je peux faire. Donc voilà, je pense que c'est le dernier chapitre le meilleur pour moi. Euh, Comment avez-vous abordé l'écriture des dialogues dans un cadre aussi complexe et futuriste? Alors, l'intérêt de mon livre, en fait, finalement, si vous avez un peu écouté les différentes questions qui a parcouru cette interview, c'est une personne qui explique l'histoire. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de dialogues. Il y a des dialogues parce qu'il en faut un petit peu quand même, qui expliquent certaines, certaines histoires qui se passent dans mon roman. Mais ce n'est pas un roman qui fait forcément du dialogue. Il n'y a pas vraiment du dialogue proprement dit pendant plusieurs chapitres ou pendant un chapitre. C'est plutôt une comment dire, c'est un récit en fait d'une personne qui vient d'un futur lointain et qui explique ce qui s'est passé dans son passé et qui explique aussi l'histoire de sa famille. Hein. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de dialogue proprement dit. 29e question et avant-dernière. Oui, avant-dernière, oui. En tant qu'auteur, quels ont été vos plus grands défis et réalisations en écrivant ce livre? Euh, le plus grand défi pour moi, en fait, finalement, ça a été d'essayer de construire toute cette histoire. Je savais comment ça allait se finir, je savais euh, comment ça a débuté. Je connaissais plusieurs on va dire, façons d'écrire une histoire. Donc il y a un début, il y a quelque chose qui se passe par rapport à un héros, et puis le héros en fait a des difficultés, et puis il avance petit à petit dans son histoire. Et il rencontre des difficultés, des fois il perd, des fois il gagne. Il y a un antagoniste, il y a des grands méchants. J'essaye j'ai essayé, on va dire, de créer en fait, on va dire, un roman cohérent. Je me répète beaucoup hein, là-dessus, mais mon plus grand défi, c'était la cohérence. Voilà, c'est la cohérence. Ouais. 30e question. Enfin, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite écrire dans le genre de la science-fiction? Eh bien, le conseil que je donne, c'est de te laisser aller dans tout ton imaginaire. Essaye de penser par toi-même. Si tu as des idées qui te viennent à l'esprit, n'écoute pas les autres, fais ce que toi tu as envie et essaye par contre de garder en fait une harmonie et une cohérence dans tout ce que tu écris et tout ce que tu veux dire. Sois un peu pointilleux et dur avec toi sur la façon dont tu vas exposer ton histoire et jusqu'où tu veux aller. Hein, c'est bien beau d'écrire une histoire, mais il faut avoir de la cohérence. Ça fait 15 fois que je le dis dans cette interview, mais sois cohérent dans tout ce que tu racontes. Donc n'hésite pas à prendre un papier, écris ce que tu dis, écris ce que tu penses. Dès que tu as des moments un peu difficiles, un peu des cliffhangers, des endroits, des moments où il y a des moments de l'histoire où c'est un peu difficile à essayer d'écrire, n'hésite pas à noter. Essaye de vraiment de- d'être le plus cohérent possible. Voilà. Et dans la science-fiction, tu le remarqueras sur mon site, il y a beaucoup d'articles sur lesquels j'ai écrit qui expliquent en fait finalement toutes les facettes qui pourraient composer la science-fiction. Donc n'hésite pas en fait à aller sur tous les domaines, il y a aucun problème. D'accord? N'hésite pas à te donner à cœur joie là-dedans, quoi.
Pour moi, la science-fiction, c'est vraiment ce qui va faire avancer les hommes. C'est ce qui nous fait avancer dans notre imaginaire, dans notre esprit, dans le monde dans lequel on vit. On a besoin de science-fiction. Voilà. Et voilà, donc bah, on arrive à la fin de, ce, de, ce- de cette interview, on va dire, les 30 questions en fait qu'on m'a posées. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Euh, Moi, pour ma part, en fait, voilà, je vais d'ici 18 jours, 19 jours à peu près, mon livre sera sorti, donc on aura le temps d'en refaire une autre au moment de la sortie du livre. Je referai une autre interview pour les autres livres que j'ai écrits, surtout pour les chroniques de Lumina et à travers le temps. Et le voyage extraordinaire, c'est plus un livre pour les enfants, mais je pourrais peut-être faire une petite interview là-dessus, histoire de vous expliquer un peu le pourquoi du comment de ce livre. Mais il y a les chroniques de Lumina qui sont vraiment très intéressantes et mon prochain vraiment mon prochain gros livre en fait que je vais sortir, ça sera à travers le temps. Et là par contre c'est vraiment une histoire que j'ai déjà mis en place, hein. Elle est incroyable. C'est un détective en fait qui va voyager justement à travers le temps et l'espace et qui va découvrir tout un tas de civilisations différentes et qui va essayer de résoudre une enquête. Et j'ai voulu me diriger un peu sur ce style-là, un mode enquête, détective, euh, parce que j'aime beaucoup aussi ce style-là, j'aime beaucoup ce style d'écriture. On va essayer de répondre encore à environ 30 questions, euh, d'après ce que j'ai pu survoler, donc elles me paraissent un peu plus compliquées, un peu mieux structurées, j'ai l'impression même. On verra bien. Voilà, je suis pas du tout préparé, mais je fais ça comme ça sur le coup, on verra bien. Du coup, alors la première question, c'est pouvez-vous nous parler de la structure sociale et politique de Braxville après l'invasion? Alors c'est vrai que c'est une bonne question. Euh, donc déjà, dans le contexte du livre, on va dire que la Terre, en fait, dans mon livre, représente à peu près exactement la mienne. Enfin, la mienne, celle sur laquelle on est tous ensemble, hein. Euh, donc il y a effectivement des structures politiques. Et c'est vrai que je parle pas forcément dans le détail de la politique ou même de comment se comportent les dirigeants vis-à-vis de cette invasion. Euh, Il y a un moment donné, effectivement, dans un des chapitres, où lorsque je parle de, du lien que peuvent avoir les extraterrestres avec la société après l'invasion, on se rend bien compte, en fait, en lisant les chapitres, surtout celui dont je parle de l'invasion, que les gens, en fait, bah, essayent comment dire, soit de se mettre du côté des extraterrestres, soit d'être contre eux. Et il y a une image qui illustre pas vraiment parfaitement le contexte. On voit effectivement une assemblée d'hommes politiques dans un des bâtiments publics. Et on voit aussi ces extraterrestres qui sont en train de discuter en fait des nouvelles normes qu'ils veulent mettre en place. Et déjà, bon, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que les extraterrestres, les Dogos, quand ils débarquent sur cette planète, déjà de base, ils sont bien plus évolués technologiquement parlant, donc ils ont quand même ils ont une force en plus que les hommes, que les humains n'ont pas. Et donc ils imposent en fait hein, directement leur diktat. Euh, donc effectivement, la structure sociale, on va dire que bah, ils n'ont pas vraiment le choix, hein. Les hommes de cette planète n'ont pas le choix, donc ils doivent s'adapter. Déjà de premier abord, la plupart des humains en fait sur la planète, ou même sur la nôtre, dans notre histoire à nous, on remarque qu'on n'a pas vraiment de mots à dire sur pas mal de choses, hein. On, on vote par exemple pour élire des personnes sur un programme, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on puisse réellement avoir un impact réel sur les dépenses que font nos politiques, sur la façon dont ils utilisent notre argent, la façon dont ils votent les lois. Voilà, ils n'ont pas du tout ils ont pas du tout les mêmes règles que nous, par exemple, si on était dans une entreprise.
et qu'on devait faire correctement notre travail. Si par exemple on ne le faisait pas correctement, on se ferait virer ou on se ferait taper sur les doigts ou alors on aurait une sanction. Or, c'est pas vraiment le cas finalement quand on regarde notre politique actuelle. Moi je parle de la France hein, parce que je suis français, mais dans mon livre c'est un peu la même chose. Au final, les humains donc les, les humains en fait de cette planète en fait en gros sont déjà dirigés à la base par des hommes politiques qui font un peu ce qu'ils veulent. Mais dès lors qu'effectivement les extraterrestres ont débarqué, ont commencé l'invasion et puis le claquement de doigts de Dogos, c'est sûr que ça a effectivement déstructuré toute la trame politique, sociale, culturelle du monde que j'ai créé. Donc c'est sûr que ça a pas fait que du bien. Et après, bien évidemment, j'explique par la suite que euh, les enfants, des petits-enfants se sont adaptés et ont grandi avec ces dogmes, avec les règles qu'ont établies les extraterrestres. Et, euh, et donc, du coup, bah, au final, voilà, ça, ça ramène un peu à notre histoire aussi. Hein. C'est en fait, nous, par exemple, on sait que notre histoire s'est déroulée d'une certaine façon parce qu'on nous l'a inculqué comme ça, on nous a dit que c'était comme ça. Mais j'aime bien dire à chaque fois, il y a que les gagnants qui écrivent l'histoire, quoi. Hein, on ne peut pas réellement savoir si c'est vraiment vrai ou si toute l'histoire est vraiment vraie. Il y a forcément des choses qui ont été cachées ou délibérément cachées. Voilà. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais je pense que vous voyez un peu où je veux en venir. Deuxième question. Quelle est la signification des blocs de survie et comment influence-t-il la vie des personnages? Alors bien évidemment, à ce moment-là, dès lors qu'il y a eu cette immense guerre qui a frappé la Terre, les extraterrestres, ils ont vraiment tout détruit. Hein. Et d'ailleurs, même le claquement de doigts de Dogos en 1520 a un petit peu, enfin, comment dire, pas un petit peu, mais on va dire il a complètement changé la donne. Donc les gens ont pris peur, les humains ont pris peur et ils se sont tous cachés. On peut voir dans le livre il y a une illustration qui montre un petit peu ces types de blocs de survie. Donc c'est un peu des structures métalliques de béton enterrées dans la terre et qui sont auto-alimentées, entre guillemets, par diverses technologies déjà existantes. Et donc, du coup, les humains, en fait, essayent de survivre, en fait. Hein. C'est très difficile pour eux, quoi. Alors, vous allez me dire comment ils ont construit tout ça en si peu de temps. La guerre, je vous le rappelle, elle a duré des centaines d'années. Donc, en des centaines d'années, il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même des choses qui ont été déjà préparées en amont. Au cas où si certains se posaient la question. Euh, Comment elles influencent la vie des personnages? Bah, la plupart des personnages dont je parle et dont j'explique en fait leur récit, c'est des personnages qui viennent après, en fait. Et peut-être qu'ils ont eu des descendants qui ont grandi dans ces blocs de survie, qui ont vécu dans ces blocs de survie, mais j'en parle pas dans le livre. Je suis pas rentré non plus dans ces détails-là. J'essaye, j'explique en gros, donc l'un de mes premiers personnages que je parle, c'est Dogos, il y a les extraterrestres, mais le premier personnage dans lequel je parle qui est humain, avec qui j'apporte beaucoup de détails, c'est William Swan. Et William Swan, il apparaît après les blocs de survie. Voilà. Troisième question. Comment la disparition soudaine de la moitié de la population humaine affecte-t-elle la psychologie des survivants? Eh ben, elle est terrible, hein. Elle est vraiment terrible. Euh, j'essaye, j'ai essayé, on va dire, d'écrire vraiment avec de l'émotion, en expliquant vraiment à quel point ils étaient désespérés, à quel point c'est difficile de survivre. Euh, c'est sûr que quand tu te rends compte que bah, n'importe qui que tu peux connaître disparaît du jour au lendemain, parce que alors déjà il y a le facteur genre un extraterrestre il arrive, enfin les extraterrestres arrivent, ils défoncent tout en fait sur notre planète, alors qu'on pensait peut-être potentiellement qu'ils étaient gentils, mais c'est pas le cas.
En plus, même si les Avengers, comme j'en parle au début, essayent de combattre cette menace, Dogos, quand il arrive, bah, il en rajoute une couche et lui, il est bien plus radical, hein, dans sa façon de conquérir cette planète. De toute façon, dans le livre, j'en parle, hein, de l'histoire de Dogos. Donc on peut comprendre ses motivations et, et la façon dont il s'est préparé. Il est, il a pas décidé du jour au lendemain, je vais attaquer la Terre. Il l'a préparé depuis quand même pas mal de temps. Donc la psychologie, effectivement, des survivants, elle est terrible. Ils sont au bout du rouleau, ils en peuvent plus. C'est très difficile pour eux. Et si j'essaie de me mettre à leur place, je sais pas comment je ferais pour vivre, tout simplement. Voilà. Quatrième question. Quel est l'impact des armures et des armes de Xiron sur le développement des personnages? Alors, l'impact des armures et des armes. En gros, la technologie xyronienne est bien plus avancée et développée que celle des terriens. Donc déjà, ça crée un avantage dès lors qu'ils ont commencé l'invasion. Mais effectivement, en fait, vu que c'est une culture guerrière, en fait, leur armure et leurs armes, en fait, reflètent un peu leur psychologie et leur être, leur façon d'être, quoi. Une armure créée spécialement pour un certain Xironien, pour une personne xyronienne, eh bien, ça fait partie de lui. C'est une histoire de sa vie, quoi. Et de sa famille aussi, hein, puisque les Xyroniens, en fait, sont en gros un peuple guerrier, comme je le dis, mais qui fonctionne par famille, on va dire. Et toutes ces familles, en fait, plus elles ont un impact, donc parce que j'allais dire positif, mais en fait, dans leur société, plus tu combats et tu conquéris de terre, et mieux tu es vu, en fait, dans leur société. Et donc, bien évidemment, je parle de trois personnages, par exemple, qui sont très importants dans mon roman. Donc, ces trois personnages-là sont les commandants d'élite de Dogos. Et j'y aborde vraiment des détails très, très poussés, en fait, sur ces trois personnages pour que vous compreniez un petit peu la psychologie de on va dire, de ces trois personnages, mais pour vous montrer à quel point les Xyroniens, en fait, finalement, se ressemblent un petit peu tous, hein, au niveau de l'aspect de conquête, de fierté. Mais je décris aussi, on va dire, une forme d'empathie. Voilà, c'est ce que je disais dans la première interview, dans la première partie, c'est que j'ai transposé finalement sans le vouloir une partie d'humanité sur ces Xyroniens. Voilà. Donc oui, j'essaie de leur donner un peu des sentiments assez forts et de l'empathie pour que, bah, au final, même si, euh, même si ces trois commandants d'élite vont faire ce qu'ils vont faire, donc attaquer la Terre, ils se posent quand même des questions sur leurs actes. Euh, Cinquième question. Comment avez-vous développé les concepts des villes reconstruites et leur influence sur la société post-apocalyptique? Euh, Comment j'ai développé les concepts des villes? Bah, au final, alors reconstruites, pardon. Comment avez-vous développé le concept des villes reconstruites et leur influence sur la société post-apocalyptique? Euh, Déjà, la première chose à comprendre, c'est que les humains ont été grandement aidés par les extraterrestres par la suite, euh, de par leur technologie alien, pour la reconstruction, hein. Ça, j'en parle dans le roman. Même au début du tome 1, j'en parle. Comme quoi qu'effectivement, pour un petit peu assouvir leur contrôle sur les humains, eh bien, après avoir tout éradiqué, ils proposent leur aide pour améliorer leur quotidien. Et en fait, c'est un jeu qui se joue sur des centaines ou des milliers d'années, hein. Donc du coup, ça fait partie du plan de Logos, mais en gros, voilà, et c'est pas fait ça n'a pas été apporté comme ça pour rien, hein. Il y a un intérêt derrière, bien sûr. Donc les villes, effectivement, ont été très vite reconstruites. Je parle sur des centaines d'années,
parce que justement, les extraterrestres ont besoin des hommes pour récolter des minerais et puis faire tout un tas d'autres choses. Et l'influence que ça a donc sur cette société après l'apocalypse, bah justement, c'est pour créer en fait, pour créer un nouveau dogme, des nouvelles religions, une nouvelle façon d'être, de penser, de croire et de faire. Donc oui, tout ça est orchestré hein, par les aliens. La question 6, quel rôle jouent les extraterrestres dans l'évolution de la technologie humaine dans votre livre? Bah, je viens de le dire. C'est effectivement, selon moi, en fait, la façon dont j'ai décrit le livre, les extraterrestres, en fait, ont besoin des hommes pour assouvir leurs envies. Et puis, ils s'amusent un peu avec eux, hein, comme j'expliquais aussi, ils courtisent les femmes, ils s'accouplent avec elles, et ainsi de suite. Dogos, même à un moment, s'est aperçu que que ça avait créé de la jalousie envers les hommes, et donc du coup, il a imaginé le projet Z. Ça, on en parlera peut-être plus tard. Mais en gros, voilà, tout ça, c'est orchestré. Donc les extraterrestres ont un rôle, comment je pourrais dire, ont un rôle en fait dans l'évolution des humains, dans les futures technologies qu'ils vont découvrir. Mais ne pas oublier aussi que les extraterrestres ne sont pas là pour rien, ils sont là parce que c'est Dogos qui l'a voulu. Voilà, c'est pas des aliens qui se sont dit, qui venaient d'une autre galaxie, qui n'ont rien à voir avec Xiron, mais c'est pas eux qui se sont dit on va attaquer la Terre parce que c'est la Terre. C'est sûr que c'est... Enfin, c'est sûr. C'est Dogos lui-même en fait hein, qui orchestre tout ça, donc c'est lui qui est derrière tout ce rouage. Voilà. Question 7. Comment la coexistence et les conflits entre humains et extraterrestres influencent-ils la culture et les relations sociales? Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu lié encore. Euh, en fait, après avoir en fait attaqué la planète et apporté leur aide aux hommes en leur apportant technologie, aide, éradiquer certaines maladies, et ainsi de suite, forcément ça a influé énormément sur la culture et les relations qu'ont les hommes avec ceux qui viennent du ciel. Et d'ailleurs, j'en parle aussi assez précisément dans quelques chapitres. On peut remarquer en fait qu'au bout d'un moment, il y a une partie de la société humaine qui préfère s'allier avec eux, avec les extraterrestres, pour avoir un meilleur confort de vie. Et alors que d'autres, justement, sont plutôt contre ça et ils veulent garder leurs racines en fait humaines et ne pas avoir un côté déviant. Et surtout qu'en plus, voilà, la plupart des petits-enfants qui ont émergé après des générations et des générations ne sont pas réellement au courant en fait finalement de ce qu'ont fait les aliens au moment de leur invasion. L'histoire a été cachée, manipulée, donc forcément c'est pour ça aussi ça explique pourquoi une catégorie des gens s'allie aux extraterrestres sans avoir conscience réellement de ce qu'ont vécu leurs descendants. Donc le rôle effectivement que jouent ces extraterrestres dans l'évolution humaine, elle est capitale. Elle est capitale. Tout est orchestré et tout est manipulé. Question 7. Comment la coexistence et les conflits entre humains et extraterrestres influencent-ils la culture et les relations sociales? Alors ça, je crois que je viens de le dire. Oui, question 8. De quelle manière les thèmes de la résilience et de l'adaptation sont-ils explorés dans votre récit? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'elle est complexe en plus, celle-ci. Euh, je sais pas si on peut appeler ça de la résilience, mais il y a un moment donné, effectivement, où les hommes, en fait, n'en peuvent plus, et donc ils doivent s'adapter. Et comme j'explique, il y a plusieurs catégories de gens, en fait, d'hommes qui ne pensent pas de la même manière. Il y a des hommes qui vont s'allier aux extraterrestres pour avoir un meilleur confort de vie. Il y en a d'autres qui se disent, bon, bah écoute, c'est foutu, ils sont défaitistes, donc ils se disent, voilà, c'est foutu, c'est comme ça, on n'a pas le choix. T'en as d'autres qui veulent combattre ces menaces-là, cette menace qui est donc ces extraterrestres. Et, euh, et donc l'adaptation, de toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix, hein. Ils sont obligés de s'adapter. Et soit ils s'adaptent, soit ils périssent.
Voilà, on peut comprendre quand on va lire les chapitres que de toute façon, la plupart des hommes qui essayent de s'en prendre à ces aliens, ou même à Dogos, hein, mais là ils sont complètement fous, mais bon,